Alors, bonjour, bienvenue à cet épisode de l'Académie Jardin de Vie. J'ai l'honneur aujourd'hui de recevoir Benoît Roger, qui est un chimiste français, mais maintenant bien établi au Québec. Bonjour Benoît. Bonjour. Alors, bienvenue, je suis vraiment contente de t'accueillir. Je t'ai découvert dans les dernières années. J'ai eu le plaisir de t'accueillir à Granby aussi pour une formation en distillation où tu nous as fait découvrir encore plus ton savoir. Je suis allée voir un peu ta bio. Tu as un doctorat en chimie qui a été fait en France, si je ne me trompe pas. Oui. Ouais. Puis, ça fait combien d'années que tu es au Québec? Ça fait très 12 ans. 12 ans, on est arrivé en 2013. 12 ans au Québec. Et tu as créé plusieurs compagnies, si je ne me trompe pas. Donc, il y a la compagnie Alchemia Solutions Oui, qui se spécialise dans la production d'alambic. Donc, il y a tout le processus créatif de maximiser, tu sais, de créer un outil, dans le fond, qui va de manière optimale extraire les huiles essentielles dans les plantes aromatiques. exact, oui. Oui, effectivement, en fait, pour comprendre un petit peu l'origine d'Alchemia, ça remonte il y a quand même assez longtemps, puisque quand je suis arrivé ici pour un postdoc, on m'a rapidement proposé de monter une distillerie de plantes boréales. Avec une coopérative forestière, ce que j'ai accepté. Et puis, quand on commence à produire des huiles essentielles ou quand on veut produire des huiles essentielles à une certaine échelle, eh bien, c'est quand même intéressant de le faire d'abord à petite échelle, mais pas trop petite non plus, parce que ce qu'on veut, c'est quand même être capable d'avoir une bonne idée de comment ça se passera en production. Puis là, j'ai cherché et en fait, j'ai été vraiment, j'ai eu de la difficulté, voire j'ai carrément pas trouvé un alambic de taille moyenne pour faire des tests de production. Donc, bon, il y a quelques années qui se sont passées parce que j'ai quand même passé quelques années dans cette entreprise que j'ai partie. Et puis à un moment donné, quand la page s'est tournée, puis je me suis dit, bah tiens, il y a, c'est très compliqué de trouver quelque chose de bien. Donc quelque chose de bien entre l'échelle laboratoire, où souvent on travaille avec de la verrerie, et la production, où on peut avoir des alambics de plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de litres. Donc j'ai eu l'idée de partir quelque chose, et puis en fait, de rassembler tout ce que j'avais appris dans toute ma carrière, même si j'ai pas 70 ans. Je travaille quand même dans le domaine depuis une vingtaine d'années. Puis j'ai commencé en France. Comme tu dis, comme tu le mentionnais, j'ai fait un doctorat en chimie à l'université de Nice. Euh, et donc l'université de Nice, elle est très proche de l'industrie grassoise. Et j'ai fait également ce doctorat dans une entreprise également dans le sud de la France. Donc en fait, j'ai eu l'occasion de visiter pas mal d'endroits, mais j'ai toujours été entre la production, la recherche, l'analyse. Donc j'ai quand même pu voir beaucoup d'équipements, j'ai pu les utiliser, j'ai pu des fois les transformer. Et donc voilà. Une fois que j'ai quitté la distillerie que j'avais contribué à partir, ben, j'ai décidé de faire complètement autre chose, c'est-à-dire de fabriquer des petits alambics. L'idée, par contre, c'était d'avoir quelque chose de, de très polyvalent, qui puisse à peu près tout faire. Donc, voilà, il y a un kit de base, puis autour de ça, il y a énormément d'options pour s'adapter aux besoins spécifiques. Pour la Ce qui est partie. très intéressant parce que c'est un manque, du moins au Québec, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent aux huiles essentielles. Nous, on fait également des formations. Les gens, après la formation, ils aimeraient ça se procurer un petit alambic. Puis on sait que, comme tu le mentionnais, dans les outils de laboratoire, moi, je trouve ça pas pratique. En tout cas, même pour mettre les plantes, les goulots Oui. sont plus petits. C'est tellement des petites quantités. Moi, j'ai un alambic que je considère petit ou médium, qui a 90 litres. Puis, j'ai pas un rendement extraordinaire, là. Tu sais, même quand il est bien Oui. rempli, tu sais, je peux avoir, j'ai fait du citron que je me suis fait donner bio, j'ai eu 120 millilitres de citron. Du génévrier, j'ai eu à peu près l'équivalent, 150 millilitres d'huile essentielle de génévrier.
hormis le Tuya occidental, là, qui est un bon producteur. Sinon, si on travaille avec des trop petits formats de laboratoire, ben, premièrement, il y a l'investissement, mais le rendement n'est pas là. Tandis que quand on a des formats intermédiaires, un peu ce que tu proposes, si je ne me trompe pas, un 20, 40, 80 litres au niveau des alambics, bien, ça permet d'explorer à plus petite échelle, mais aussi d'avoir un minimum de rendement, là, un minimum d'hydrolat, un minimum d'huile essentielle pour au moins avoir le plaisir de pas juste avoir distillé, mais avoir un petit peu d'huile essentielle, là. Donc, je trouve que c'est un grand manque au Québec et tu offres ce service-là. Donc, les gens peuvent te contacter puis avoir soit le format, je pense, plus sur mesure, mais sinon, ce que tu as créé également comme type d'alambic, là. Oui, effectivement, bah, les tailles, effectivement, ça va de le plus petit actuellement, mais il y en aura un autre plus petit pour très bientôt, dans les semaines à venir, là. Actuellement, le plus petit, c'est l'appareil qu'on a appelé le Nano, qui fait 12 litres pour les plantes. Alors, j'estime que c'est pas beaucoup pour les huiles essentielles, mais mettons qu'on veut commencer à distiller des hydrolats, bah, c'est une solution. Et puis, le plus gros, effectivement, mais le plus gros de préfet, parce que on en fait aussi des appareils de production à la demande, mais celui qui est déjà fabriqué, que j'ai sur les étagères à côté, c'est un 80 litres. Par contre, les gros, ils ont plein d'options. Et il y a une option, c'est par exemple doubler mettre une seconde chambre d'extraction, de distillation plutôt. Donc en fait, sur le 80 litres, on peut remettre une Ah autre cuve de oui! plantes sur le 80 litres et ça donne 160 Ah wow! sans rien changer au condenseur, parce qu'on ne change pas le diamètre, à l'essentiel, etc. Donc voilà. Hmm. Effectivement, il y a comme ça des options qui sont un peu qu'on retrouvera jamais nulle part parce que c'est des choses qu'on a développées ici, mais qui existent, c'est ça, qui existent nulle part ailleurs. Mais ça vient de ton expérience, ça vient de ce que tu as observé dans l'industrie, puis que peut-être tu t'es demandé qu'est-ce qui manquait pour optimiser le fonctionnement des alambics. Oui, ça vient de l'observation, puis ça vient aussi bah, de l'observation de ce qui existe, mais aussi de la constatation de ce qui n'existe pas et ce qui aurait du sens. Tout à fait. As-tu un exemple à nous donner? Euh, ça, c'est un bon exemple. Un second étage de Oui. distillation qu'on va placer entre le couvercle et la cuve. Après, il y a d'autres options qu'on a développées qu'on trouvera nulle part ailleurs, genre pour faire de la distillation sous vide, pour faire de la distillation agitée. Par exemple, je viens de faire de la myrrhe là. Hmm. C'est une myrrhe assez extraordinaire. Mais l'encens et la myrrhe, c'est des gommes à résine, donc avec des polysaccharides, et ça a tendance à couler. Donc, si on met le feu sous un alambic, qu'on met l'eau et la myrrhe coule, et puis quand c'est suffisamment chaud, elle fond, et puis elle peut brûler au fond. Donc, Ouais. c'est quand même bien de pouvoir agiter en même temps. Mais ça, c'est ça. À petite échelle, c'est pas des choses qui sont très faciles à trouver. Donc voilà, il y a d'autres exemples, mais notamment pour travailler les plantes un peu autrement, genre faire de l'extraction plutôt que de la distillation. Mais voilà, l'idée, c'était vraiment d'avoir une plateforme où il y a un appareil qui est déjà très polyvalent, mais autour de ça, de pouvoir rajouter ci ou ça en fonction de son besoin. Même, par exemple, transformer l'appareil pour faire de l'alcool pur, euh, Oui, très intéressant. une colonne à reflux. Voilà, parce que ça peut Oui. donner des très beaux produits aussi d'extraire les plantes à l'éthanol pour faire des teintures. Ben oui, tout à fait. Je pense aussi quand on distille des plantes qui ont une densité plus lourde que l'eau, même le vase florentin, donc l'essentiel, a été adapté très Oui, simplement, mais de manière très créative pour être capable de récupérer à l'intérieur du vase florentin notre huile essentielle, que ce soit la gaultérie, le bouleau jaune ou même la catère, l'herbe à chat qui a une densité plus lourde, qu'elle puisse s'accumuler à même le même vase florentin finalement. effectivement, oui. C'est pas non plus des choses qu'on voit Non, très c'est ça. couramment. Puis là, c'est un bon exemple parce que dans la myrrhe que je viens de distiller, il y a. Mais j'ai fait une vidéo, je la posterai très bientôt. Super. On voit qu'en début de distillation, on a une huile qui flotte, qui est moins dense que l'eau. Et puis, plus on avance dans la distillation, plus ça devient difficile. Donc là, dans un premier temps, on joue avec les températures pour être capable toujours de faire décanter vers le haut. Et à un moment donné, ça suffit plus.
Donc, on peut rebaisser les températures et changer le mode de séparation de l'essentiel pour récupérer ce qui coule. Ah oui, Voilà. pour pas perdre. Ouais. Est-ce que c'est le fait que plus la distillation avance dans le temps, plus les molécules lourdes, dont les sesquiterpènes, vont commencer à se volatiliser? Et est-ce qu'à ce moment-là, on aurait des molécules même plus lourdes qui finissent par descendre au niveau de la densité? Euh, la densité est pas tout à fait reliée avec le poids moléculaire d'une molécule. C'est Et- plutôt lié vraiment à la structure des molécules où elles sont capables de se tasser un peu plus les unes avec les autres. Bon. OK. Euh, mais il se trouve quand même que oui, généralement, les huiles essentielles à monoterpènes, elles sont, elles sont très peu denses, donc elles flottent très bien, et les sesquiterpènes, ils ont tendance à être un peu plus lourds. Mais il y a certains composés, euh, dont des sesquiterpènes, mais même pas que. Tu mentionnais la Gualtérie et le bouleau jaune. Le C'est des méthylsalicylate, c'est une toute esters. petite molécule, Oui. mais pourtant ça coule. Voilà. Donc voilà, c'est. Mais oui, par contre, dans une distillation, la composition évolue tout au long de la distillation. Et donc, ce qu'on a au début, c'est pas que les composés commencent à distiller plus tard, ou c'est juste que quand ils sont moins volatiles, ils prennent plus de temps. Et donc, ce qu'on va avoir au début, ben, en général, c'est un peu plus les composés les plus volatiles. Ce qu'on a à la fin, bah, ça, c'est les composés qui sont un peu moins volatiles. D'ailleurs, on voit même sur de l'encens, typiquement, où là, on n'a pas besoin de jouer avec l'essentiel, de changer quoi que ce soit. On voit, quand on perturbe pas l'essentiel, qu'il y a vraiment des couches qui se forment les unes après les autres par le bas. Des couches du plus clair au plus Ah foncé, oui. certaines troubles, certaines moins troubles. Et puis, quand on fait l'analyse de toutes ces couches, bah, on se rend compte qu'elles ont toutes une composition distincte. Mais au sein de l'essentiel, je veux dire, on distille d'une traite, mais il y a un fractionnement naturel qui se fait, avec des couches bien distinctes dans l'essentiel. Voilà. C'est vraiment intéressant. Puis c'est ça que ça prend, je trouve, d'avoir des équipes qui expérimentent, tu sais, qui amènent des données, puis qui permettent de guider après sur une bonne distillation telle qu'elle doit se présenter. Mais en plus, le grand avantage, Benoît, c'est que tu vas développer ou co-développer une entreprise d'analyse, donc Phytochemia, qui permet justement d'analyser. Parce que moi, je distille pour le plaisir, j'ai mon huile, à part mon nez, là, pour essayer de comprendre la composition, je peux me fier à la littérature, mais ce qu'on voit dans la réalité, c'est que c'est tellement changeant d'une plante à l'autre, d'un lot à l'autre, d'un terroir à l'autre, et même d'une même région avec plusieurs lots, mais qui sont dispersés. Et ça prend, c'est grâce aux analyses qui nous permettent de comprendre Ouais. les variations. Et ça, j'admire beaucoup ça, ça me passionne énormément. Peut-être tu peux nous en parler un peu plus de ton laboratoire. Alors oui, alors c'est pas mon laboratoire, hein. En fait, je l'ai pas fondé. Je suis arrivé plus ou moins au début de l'aventure, mais dans l'idée de créer justement Alchemia. Oui. Donc, je suis un collaborateur en fait, mais je ne suis pas à l'origine de Phytochemia. Phytochemia, ça a été monté par aujourd'hui enfin, les trois personnes qui sont mes collègues. Mais voilà. Par contre, effectivement, on est dans les mêmes locaux. Moi, j'ai un atelier à part parce que je fais un peu autre chose avec du prototypage et puis des tests d'équipement, puis de l'expédition, etc. Mais il est juste à côté. Donc, quand j'ai besoin, parce qu'il faut aussi qu'on nourrisse un peu notre curiosité. Donc, il nous arrive assez fréquemment de faire des distillations simplement pour comprendre tel ou tel paramètre. Comprendre l'impact du cuivre, par exemple, comprendre l'impact de la température de distillation, l'impact du débit, etc. Donc, le gros avantage, c'est qu'il y a le laboratoire à côté. Donc, je peux y aller, je mets mon échantillon, puis à la base, c'est mon métier d'être chimiste, donc Oui. j'injecte en GC, je regarde les Oui. résultats, puis je peux directement voir, ah oui, ce qu'on a fait là, ça donne ça sur la composition. L'odeur, oui, elle est différente, probablement parce que ça. Enfin, c'est sûr que c'est très, très facilitant. Ah, je trouve, D'ailleurs, moi, on offre, tu disais, je distille à petite échelle et puis j'ai comme mon nez. Bon, déjà, le nez, c'est quand même un bon outil, hein, pour comprendre une facette de la qualité du produit. Mais on peut
vous aider aussi les petits producteurs s'il n'y a pas forcément besoin d'une analyse complète, s'il y a besoin juste d'une vérification. Mettons, vous voulez savoir j'ai quel chémotype ou c'est quoi les molécules principales. On offre maintenant des possibilités pour plus avantageuses au niveau financier, mais on regarde pas tout. On dit juste, bah oui, ton huile essentielle là, c'est 10% de ci, 5% de ça, etc., etc. Ah, Donc, wow, c'est un beau service, ça, parce qu'on se pose souvent des questions. Ça me fait penser à la monarde fistuleuse à géraniol. Par curiosité, as-tu déjà vu une monarde fistuleuse à géraniol qui était composée à plus de 80-90% de géraniol, tel que ce que la littérature voudrait nous dire? Ou au Québec, moi, je retrouve une diversité où est-ce qu'on va avoir plus une odeur, un minimum de thymol dedans, mais oui. on ne le voit pas dans la littérature. Thymol et les chémotypes thymol et carvacrol? Mais ce qu'on va avoir souvent, bon, on a la monarde didymma qui va contenir un bon pourcentage de carbacrol. Puis dans la monarde fistuleuse, dans la littérature, ils vont nous dire que c'est principalement du géraniol, alors que moi, je ne le retrouve pas beaucoup au Québec. Je trouve que toute la monarde fistuleuse a cette odeur de thym, comme Ben, si elle avait presque tout le temps un bon pourcentage de thymol. ben, j'ai en tête une publication, faudrait que je vérifie, mais il y a un groupe d'études suisse qui a fait où c'était une collaboration entre l'Ontario et la Suisse, je sais plus, il faudrait que je retrouve la publication, mais où ils avaient quand même listé, identifié, réussi à faire pousser les quatre chémotypes, thymol, carvacrol, géraniol, linalol. Donc De ça, monarde, vraiment de séparément. manière de monarde fistuleuse de mémoire, mais ça mériterait de le regarder. Je pourrais t'envoyer la publication. Très Elle est intéressant. concrète. Donc, à même cette monarde fistuleuse, on aurait des chémotypes. Donc, je pourrais, dans mon jardin, dans un même emplacement, avoir les quatre chémotypes de monarde. Bah, dans un jardin, ça dépend parce que, mettons, tu sais, ça va beaucoup dépendre de ce que tu vas planter. Oui. Mais par contre, il y a d'autres exemples dans la nature où là, c'est marquant. On discutait juste avant d'une étude qu'on avait faite sur le thé du Labrador. C'est assez fou, en fait. Tu vas dans une talle de thé du Labrador, tu en cueilles. On avait fait l'étude, mais vraiment en prélevant des feuilles. Mm. 3 feuilles. On n'avait pas distillé, on avait fait une manip un petit peu différente avec des solvants, bref. Mais quand même pour connaître les volatiles de la plante. Et tu peux très bien cueillir une plante et un pied qui a littéralement 1 mètre, et tu peux avoir une composition qui est radicalement différente. Donc après, en production, bah, on a quelque chose d'un peu moyen, Oui. va varier en fonction du terrain, de la latitude, etc. Mais oui, dans la nature, il peut y avoir des fluctuations énormes. Ça ne concerne pas toutes les plantes, hein. Si on fait ça Oui. avec de l'épinette, on n'aura pas ça. Mais avec du thé du Labrador, oui. Est-ce qu'il y a d'autres plantes que tu as remarquées au Québec qui ont une si grande variation d'un plan à l'autre? Bah, je dirais qu'on n'en a quand même pas de cette manière-là. Donc vraiment en prenant le temps d'aller dans différents sites au Québec, puis en prenant dans un site donné des sous-unités, ça demande beaucoup de temps. On ne l'a pas fait pour beaucoup de plantes. Je pense par contre c'est vraiment un cas d'école le thé du Labrador. D'ailleurs, Hmm. quand on y pense, ça peut même être super intéressant parce qu'on pourrait très bien éventuellement aller en population sauvage, prendre tout un tas d'échantillons pour identifier des compositions qui nous intéressent. Puis après, éventuellement, si on est capable de multiplier, ben, on aurait une chimie donnée qui pourrait être distincte d'un autre lot venant d'un échantillon différent. C'est vrai, donc par bouturage, on pourrait reproduire les plants qui nous intéressent, puis les mettre en culture. Bah, la partie multiplication végétative, là, peut-être que je m'avance un peu, mais je ne sais pas si ça se fait super facilement. Mais si on était capable, c'est sûr qu'il y a une telle diversité dans cette plante que, en fait, on pourrait très bien sélectionner celle qui produit ce qu'on cherche. Et puis, si on est capable de la multiplier, oui, ça pourrait être intéressant. Vraiment. Donc, les gens peuvent autant visiter ton site internet Alchimia Solutions pour voir les différents modèles d'alambic que tu proposes, soit un peu préfaits ou
comme tu mentionnes, tu as un service sur mesure également pour ceux qui veulent partir en plus grand puis faire plus de production. Puis Oui, il y a après, même les petits, ça m'arrive assez souvent que les clients ont des besoins un peu particuliers. Donc, adapter les petits, on le fait aussi, hein. Hmm, vraiment Mais c'est juste que les intéressant. plus gros, à 250, 500 litres, je les fais pas d'avance. On les fait quand il y a une demande. Oui, tout à fait. Puis les gens peuvent, s'ils produisent certaines huiles essentielles, les faire analyser à votre laboratoire. Donc, il y a différentes gammes de prix selon qu'est-ce qu'on recherche ou qu'est-ce qu'on veut analyser. Oui, Puis est-ce que exact. vous analysez les hydrolats? Parce que si on est Oui. petit, qu'on fait pas, on a très peu d'huile essentielle. Moi, j'ai fait de l'hydrolat de ortie, de mélilo, carottes sauvages, des petites choses comme ça. Puis, bon, je serais curieuse de savoir qu'est-ce qui se retrouve dans un hydrolat d'ortie en bout de ligne pour voir comment est-ce qu'on pourrait l'utiliser de manière médicinale. Donc, est-ce que vous faites l'analyse de ces hydrolats-là? Oui, bah, au laboratoire, on fait l'analyse de à peu près tous les extraits, tout ce qui est végétal, hormis on ne fait pas d'analyse alimentaire, mais mettons tout ce qui est huile essentielle, extrait de plantes, des absolus, des hydrolats, des huiles végétales, tout ça, on l'analyse, oui, Hmm. effectivement. Donc, non, Vous dans devez les avoir une hydrolats, banque de c'est pas un données. problème. Comment? Vous devez avoir une banque de données extraordinaire. Oui, ben, j'ai même un de mes collègues qui dit qu'on est plus une entreprise de données que d'analyse. Bon, c'est peut-être un petit peu. En tout cas, c'est un point de vue qui se défend. Est-ce qu'il y aurait possibilité de créer un projet littéraire, de rassembler cette information et de la rendre disponible au public? Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait ou auquel tu as déjà pensé? J'y ai pensé, c'est un petit peu difficile en termes de littéraire. On parle de quoi? On parle de composition des produits? Oui, c'est ça, de démontrer aux gens les différentes analyses, que ce soit au niveau du thé du Labrador, tu sais, que les gens sachent qu'il y ait plus de données au niveau d'analyse réelle, récente, dans un certain contexte, de le rendre disponible au public. Ben, je le fais déjà pas mal avec différentes. On n'en a pas parlé, mais j'ai monté un certain nombre de formations. Euh, donc actuellement, il y a 4 formations qui sont montées et que je donne un peu à répétition. Une première formation sur, disons, un b.a.-ba de chimie organique, chimie des plantes, très générale, juste pour pas Oui, oublier je me que souviens, on l'avait les- fait à voilà. Granby. Donc chimie organique, chimie des plantes, chimie des huiles essentielles. Mm. J'ai un autre volet qui est distillation et extraction. Et puis j'ai un autre volet, j'allais dire un dernier, mais il y en a d'autres maintenant. Donc il y a un troisième volet qui est sur tout ce qui est analyse et qualité, pour comprendre un peu comment on fait les analyses, comment on lit les bulletins d'analyse, etc. Quelles analyses pour quelles questions on se pose sur tel produit. Je donne actuellement également, ça fait une quatrième formation, une formation qui est dédiée aux hydrolats Mm. avec Anne Harman, qui a écrit un livre, enfin, elle a travaillé toute sa vie sur les hydrolats. Anne Harman, qui est une Américaine qui vit dans l'État de Washington, Mhm. ou dans le passé, maintenant elle ne le fait plus, mais dans le passé, on y a été avec mes collègues quelques fois pour donner des formations. Donc voilà, j'ai 4 formations qui sont montées, qui sont données régulièrement. Maintenant, si, dans certains cas, les formations ont été montées parce que j'avais des demandes, puis je trouvais ça intéressant. Donc, en fait, s'il y avait des demandes particulières, mettons, composition des huiles essentielles du Québec, bah, enfin, je dis ça comme ça, hein. Mais je veux dire, tout ça, ce serait très possible à monter. Hmm. Ah oui, mais les gens ont besoin d'être bien informés. C'est un sujet régulièrement. Les gens veulent suivre des ateliers, aimeraient mieux comprendre la distillation. On s'entend que ça s'adresse à des passionnés, là. Il faut vouloir investir un minimum, autant au niveau de l'alambic qu'au niveau de la formation pour bien faire, mais ça touche plusieurs personnes qui sont passionnées, qui veulent développer soit un peu d'autonomie au niveau de leurs soins de santé, puis produire leurs hydrolats. Il y en a qui font du savon, ils veulent diversifier Exact.
Mm. gamme. Il y en a que c'est vraiment pour leur santé. Il y en a que c'est parce qu'ils sont plus jardin permaculture, puis ils veulent transformer des produits. Des fois, on produit en très grande quantité une plante, puis on se retrouve à pas toute l'utiliser en herboristerie, soit qu'on la fait pas toute sécher, on la fait pas toute en teinture végétale en alcool, puis là, on a du matériel supplémentaire. C'est là que ça devient intéressant de pouvoir faire une transformation supplémentaire, mais bien le faire. Donc, je pense que c'est des formations qui sont très spécifiques, mais en même temps très utiles pour bien des gens qui veulent développer, puis développer la distillation, puis en faire une passion, sûrement. Oui, bah, non, mais tout à fait. Puis enfin, c'est vraiment dans ce sens-là que ça a été développé, à apporter de l'information. Alors, c'est sûr que moi, dans mes formations, par contre, moi, je touche pas à tout ce qui est la partie thérapeutique. Oui, Parce que c'est pas mon métier, puis on peut pas tout maîtriser, en fait. Je préfère essayer de bien faire mon métier plutôt que d'aller trop large. Mais il y en a des formations, t'en donnes. Donc, bref, des formations d'aroma, il y en a quelques-unes. Mais donc, moi, ce que j'ai voulu faire, c'est vraiment quelque chose de complémentaire qui mettait un contexte à tout ça, puis qui apportait des informations complémentaires. ouais, vraiment. C'est vraiment un très bel outil. Puis je pense que c'est unique au Québec, ce que tu offres, Benoît. Dis-moi, est-ce qu'il y a une plante, en terminant, est-ce qu'il y a une plante soit qui te passionne plus qu'une autre pour la distillation, que tu aimerais explorer davantage ou que tu as déjà exploré qui t'a surpris? Y en a-t-il une qui t'interpelle plus dans la forêt boréale ou autre? Parce que là, tu fais aussi de l'encens, de la myrrhe, mais y en a-t-il une qui t'appelle un petit peu plus puis que tu es heureux de découvrir? Bah, c'est sûr que j'ai eu l'occasion de travailler sur bon nombre de plantes et pas que d'ici. D'ici, je dirais que bah, c'est dur de choisir en fait. J'aime beaucoup distiller le. Bon, si tu me permets, je vais en citer trois. J'aime beaucoup distiller le thé des bois parce qu'il y a quelque Ah chose oui. d'assez unique dans la conduite de la distillation. C'est quelque chose de simple, hein, c'est quasiment une molécule qui est présente à 99%. Donc, on n'est pas dans quelque chose de très complexe, mais pour autant, la distillation, elle a quelque chose de très particulier où il faut mettre les plantes à macérer, puis distiller. Puis la conduite est très particulière. On a une huile qui coule avec un hydrolat laiteux, et à un moment donné, il devient blanc quand la distillation est finie. Enfin, il devient clair, je veux dire. Bref, c'est très, très spécial. Euh, J'aime beaucoup distiller l'achillée, qui est d'un bleu profond. Et puis, voilà, pour la couleur, même l'odeur, j'adore l'odeur de l'achillée. Hmm. Et puis, Lucie Mengui, qui était propriétaire de Alixir, que j'ai rencontré plus tôt en podcast, elle mentionnait, elle a beaucoup aimé distiller la chili aussi. Puis elle mentionnait que c'est vraiment dans la longueur de la oui, distillation. Plus c'est long, plus le camosilène se retrouve dans l'huile essentielle et plus la couleur bleutée va s'amplifier au cours de la distillation. Est-ce que c'est ce que tu as observé aussi? bah, c'est même un des exemples que je donne dans la formation qui est dédiée à la distillation, où j'ai fait, bah, j'en ai fait un certain nombre de distillations d'achillée, mais une fois, j'ai pris le temps de prendre un échantillon à chaque demi-heure au début, puis après à chaque heure, pour voir l'évolution de la composition. Et on voit clairement que bah, même si on distille 3 4 heures, on a beau avoir l'impression qu'il n'y a plus grand-chose qui sort, le 1 ou 2 heures supplémentaires permet d'aller chercher significativement plus de camasulène. Donc effectivement, Wow. c'est vraiment un cas d'école du fait il faut vraiment la pousser le plus. Bah, à un moment donné, ça sert plus à rien non plus, mais donc faut trouver une espèce de compromis. Mais il faut vraiment prendre son temps. Il faut que ce soit, excuse-moi, il faut prendre son temps. Il faut distiller 5 6 heures si nécessaire. Hmm. Ah, wow. C'est toute une journée de travail, ça. Oui, 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 oui. Et Cette puis, dernière plante que tu voulais partager? allez, je dirais la Contonie, La Contonie. la Contonie Je voyageuse, m'ai fait celle-là. qui donne des rendements extrêmement faibles en huile essentielle, mais par contre qui donne, je trouve, un hydrolat magnifique. Hmm. Euh, voilà. Ah bien, Il y en aurait merci. d'autres, hein, mais s'il faut choisir, C'est ça, sinon on les nommerait toutes. Elles sont toutes passionnantes à découvrir et à explorer. Moi, ce qui me fascine, c'est
chacune comment individuellement doit se distiller souvent différemment et c'est la connaissance et l'expérimentation qui nous permet de cibler ou d'optimiser la distillation. Puis c'est sûr qu'un jour, j'espère avoir le bonheur de lire ces trucs-là dans la distillation pour être capable de mieux distiller mon millepertuis. Par exemple, je pense que mon condensateur était trop froid, puis c'est sorti en Ah oui. flocons. Au lieu de. Mais tu sais, ça, j'aurais aimé ça le savoir avant d'avoir coupé toutes mes tales. Donc, c'est comme des détails qui sont pas écrits ou très peu nommés. Et j'espère qu'un jour, pour tous les passionnés de distillation, peut-être, j'envoie en l'air si ça peut être un projet de rassembler ces informations, de les rendre disponibles. Ça serait tellement riche pour la communauté aromatique et les passionnés de distillation. Merci beaucoup, Benoît. Avec plaisir et merci à toi pour cette opportunité. Merci de ton temps. Alors, je vous invite à visiter ben, les sites Internet. Peut-être tu peux nous les nommer, Benoît, pour que les gens te connaissent mieux ou voir ce que tu fais. Oui, donc bah, il y a Alchemia Solutions, notre site internet. Je publie aussi quelques petites choses sur Facebook, des fois des vidéos, des choses que je fais. Puis il y a le laboratoire Phytochemia, qui a un site internet sur lequel bah, c'est plus un site informationnel sur les analyses qu'on a à faire. Mais par contre, il y a un volet blog qui est aussi Oui, là très intéressant sur lequel bah, on met aussi des choses parfois relatives à oui, la distillation sur ce blog. Donc c'est une belle place à visiter avec beaucoup d'informations dans ce blog. oui. J'y vais régulièrement dans l'écriture d'articles en lien avec les productions québécoises, voir si vous n'avez pas partagé certains cues sur la Oui, production. Mais merci beaucoup, Benoît, pour cette entrevue. Je vous invite à découvrir ce que Benoît fait. Puis, ben, je vous dis à bientôt. Bonne journée. merci.